Bon, je vous remercie mille fois pour l'invitation. Je suis très honoré de pouvoir parler ici devant vous. Je vous prie d'avance m'excuser pour pour mon français qui, depuis que j'ai étudié à Lausanne, ça fait déjà une vingtaine d'années. À Zurich, je ne le disais jamais, donc j'essaye mon mieux. Je vais vous parler de la redensification de la ville verte, un cas spécial. Je vais aussi montrer qu'on ne démolit pas tout à Zurich, on garde aussi, on maintient. Et puis, j'essaie de vous faire un peu passer l'histoire de ce cas spécial de la ville verte que Zurich a connu. Donc, je voudrais structurer ma conférence en 4 parties. Je vais d'abord vous parler du logement à utilité publique des cités-jardins, à l'exemple de 2 villes, Zurich et Winterthur. Puis après, la redensification de ces cités-jardins, aussi Zurich et Winterthur. Et après, zoomer in pour faire un petit tour de la redensification de la tour d'habitation qu'on a fait en 2009. Et enfin finir avec la redensification de la colonie d'habitation Sunigehof, Albisrieden, donc tous des cas qui concernent la ville verte. Donc je vous propose d'aller d'abord à Zurich. Et puis là, je vais vite faire un petit historique. Donc, au tournant du siècle, les ouvriers à Zurich, ils souffraient de la pénurie de logements. Il y avait la manque de place. Vous voyez dans la photo en bas qu'il y avait des familles dans le même appartement. Il y avait 3 familles dans la même chambre. Il y avait une famille. Donc, c'était vraiment assez dense, pas seulement physiquement, mais aussi socialement. Il y avait logiquement l'insalubrité et ces quartiers étaient très denses. On voit ça ici dans le plan du quartier Langstrasse vers 1890. Le CUS, le coefficient d'utilisation du sol, était entre 300 et 500. Donc c'est immense, c'est genre Europa, allez maintenant. Et puis les îlots, ils étaient tous bâtis. On voit ça ici très bien. Donc même l'intérieur des îlots, ils étaient bâtis avec des manufactures, avec des petites usines. Donc il y avait la fumée, il y avait... oui, justement, tous les grandes villes en Europe, ils connaissaient ça. Mais je veux juste montrer que Zurich connaissait aussi ça. Donc cette situation était intenable, aussi à cause du potentiel d'agitation politique. Et c'est pour ça que vers 1904, un mouvement de réforme se formait qui proclamait justement des piscines à l'air libre, des jardins potagers pour les ouvriers, ces fameux Schrebergärten du docteur Schreber qui sont très répandus à Winterthur et à Zurich. Je crois moins ici, mais là, toute la Suisse alémanique, le week-end, elle est dans ses propres jardins en train de cultiver des carottes. Et donc, en même temps, une votation pour du logement d'utilité collective était lancée et était admise. Donc ça, c'est assez spectaculaire. Donc toute la ville, le peuple de la ville a admis par votation qu'on veut cultiver cette habitation collective. C'est ainsi que les coopératives se sont fondées à Zurich et puis se sont fondées avec une stratégie de 3 piliers. Et puis ces 3 piliers, c'est premièrement l'acquisition des terrains par la ville, c'est déjà fondamental. Après, le soutien des coopératives par la ville. Et troisièmement, de construire des logements par la ville. Donc il y a les coopératives et puis aussi la ville. Et puis les deux, ils construisent. Et puis tout ça, ils avaient un commun idéal, c'était évidemment la cité-jardin que Ebetzner Hovert a publié dans les Garden City of Tomorrow 1889.
sous le titre Garden Cities of Tomorrow. Et puis, il a proclamé des cités-jardins décentralisées. C'est très, très important. Donc, il y a la métropole au milieu, par exemple Zurich, disons. Alors, métropole, mais Zurich. Et puis, après, relié avec des trains. Il y a tous des villes satellites, vous connaissez ça certainement très bien, mais ça fait un effet assez spectaculaire vis-à-vis au développement des villes vertes à Zurich. Donc ces cités-jardins, c'était relié à la métropole par du train, avec des zones pour habiter et pour habiter, pour travailler, et encore d'autres pour du loisir. C'était en fait ça que Siam a proclamé après 20 ans plus tard. Et là, on y vit paisiblement, sans la nuisance de la métropole, c'est-à-dire sans bruit, sans misère, sans fumée des usines. Alors tout le contraire, ce que Zurich a connu dans ce quartier art des ouvriers. Donc, après les premières tentatives en Angleterre, Letchworth et Welwyn, le mouvement de réforme s'est aussi répandu en Allemagne. Hellerau de Tessenhof est certainement le premier exemple, mais après, il y en a beaucoup de ces magnifiques cités-jardins par Bruno Taut, par exemple, à Berlin, Onkel Thomas Hütte, Falkenberg, Karl-Legenstadt, Siedlung Ferraschwald, bon, il y en a certainement une vingtaine. Qui sont d'ailleurs tous en très très bon état. Ce photo, je l'ai fait en été, donc c'est vraiment c'est magnifique. Puis à Zurich, maintenant je reviens à Zurich, aussi à Zurich, les coopératives et la ville s'orientent auprès de l'idéal de la cité-jardin. Des nouvelles morphologies surgissent, des grands îlots avec une cour verte, arborisée, bien illuminée, avec des jardins potagers, remplacent les manufactures. Donc on fait vraiment le grand îlot, on délibère le centre, pour faire du jardin potager, pour avoir la vue, pour avoir l'air, le soleil. Et puis la densité, elle diminue de 300% vers 100%, plus ou moins. Et puis ça va encore diminuer plus, parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, Steiner, comme Frank Argast a déjà présenté, architecte de la ville en 1948, il propose son idée de cette fleur, la fleur de Steiner, on l'appelle, une très très belle idée, passant exactement du cluster que Unwin et Overt ont présenté. Donc il y a les entités comme petites villes satellites qui sont reliées au centre aussi au centre de la périphérie, il faut dire, c'est pas la métropole, mais c'est le centre de la périphérie. Et puis on habite ici, on travaille ici, et puis dans tout le reste, il y a du place pour du loisir. Avec ce prototype, il est capable de faire presque tous les villes vertes, toutes les agglomérations de Zurich dans ce temps-là. Mais le problème, c'est un problème qu'on connaît maintenant, la densité est encore affaiblie. Donc maintenant, la densité, elle fait genre 50-70%. Et c'est exactement là où on a un problème aujourd'hui. Et puis un exemplaire très typique de cet idéal de la cité-jardin zurichoise, c'est le Sunigerhof à Albisrieden, que je vais vous parler plus tard, dont on a fait justement une tentative de densification. Maintenant, je vais vous montrer une carte que Frank Argast a déjà montrée, en fait, mais bon, il y a deux cartes qui vont se suivre. Les ensembles de logements qui sont possédés par les coopératives. On les voit ici en vert. Et puis ceux-là en orange qui sont ceux de la ville. Et puis ce qui est assez spectaculaire, c'est qu'à Zurich, 25%, on s'imagine le taux, c'est 25% appartiennent aux coopératives. Donc c'est vraiment un chiffre énorme. Et on a voté, je
sais même pas quand, 2013, je crois, on a voté qu'on accepte de porter cette proportion encore à 32 à 33% jusqu'à 2025. Donc, comme les coopératives possèdent quasiment un tiers des logements à Zurich et proposent des logements un tiers moins élevés que sur le marché libre, ils jouent un rôle considérable dans l'équilibre du logement à Zurich. Bon, donc ça c'est pour Zurich. Passons à Winterthur. Winterthur, on change de ville pour comprendre ce qui s'est passé à Winterthur, qui a une toute autre histoire pour le développement des cités-jardins, mais une aussi très, très intéressante. Donc c'est en 1926 qu'Alfred Bodmer, comme architecte de la ville, établit un plan d'affectation. C'est le premier plan d'affectation en Suisse que je connais, qui proclame toute la ville de Winterthur comme cité-jardin. Et puis, il sépare des zones, il fait un zoning, comme l'a fait Howard aussi. Donc, il y a le centre-ville, il y a les usines de Sulzerriete, il y a un grand champ pour les usines réservées, qui était aussi Sulzer après. Et puis, selon les axes, il y a la densification. Donc là, il y a vraiment d'habitation dense, logement dense. Mais sur les versants des collines boissées, ici, donc il y a sept collines, comme à Rome, 7 collines avec des versants, et tous sur ces versants, il y a des cités-jardins qu'il a proclamés. Donc c'est un plan assez intéressant pour comprendre. Et puis, lui, il était très, très attaché aux idées de Howard, mais surtout de l'interprétation faite par Bernoulli. Et ce n'est pas par un hasard que Bernoulli a construit à la même époque une des plus vastes cités-jardins à Winterthur. C'est tous des maisons mitoyennes, disposées en rangées, toiture en pente et propres jardins. Mais effectivement, Bodmer, il pouvait aussi tirer profit du fait qu'à Winterthur, les deux grandes industries, Sulzer et Rieter, ils ont très très tôt compris qu'ils pouvaient discipliner leurs ouvriers en leur offrant une maison individuelle avec jardin. Donc c'est vraiment une disciplination sociale à travers la propriété, parce que comme propriétaires, ils étaient absorbés par le travail à la maison et au jardin, et n'ont plus d'idées révolutionnaires, aller faire du strike. Donc là, il n'y a plus de place. Donc c'est depuis 1870 à Winterthur qu'ils construisent des colonies pour les ouvriers, et ils sont c'est assez fabuleux. Donc, si on voit le plan de Winterthur avec toutes ces maisons rangées, maisons jumelles, dans le même temps, exactement dans le même temps, Zurich a bâti ces constructions îlots, mais îlots très très denses, ces sogenannten Mietskasernen, 5 étages, et là ils connaissent vraiment la pénurie. À Winterthur, ils ne connaissaient pas ça. Bon, maintenant, le thème, en passant de Winterthur à Schwamendingen, quartier au nord de Zurich, que Frank Hagast a déjà présenté. Et puis, c'est à côté de Winterthur, je crois, un des plus compacts et purs exemples d'une cité-jardin en Suisse. Une cité-jardin évoluée justement par le plan de Aha Steiner, qu'on vient de voir déjà chez toi, Frank. Après la guerre, Steiner dessine un plan directeur pour Schwammendinger, qui est la réalisation directe de la vision de cette fleur qu'on a vue auparavant. Il définit non seulement les affectations, mais aussi la morphologie, ce qui est fondamental autre que chez Bodmer. Donc, la morphologie constituée de barres de 3 à 4 étages, de maisons rangées et de petits tours. Un tapis vert continu qui connecte les espaces libres. Et ça, c'est très, très important pour comprendre ce que nous, on voulait faire après. Donc, on avait
non, d'abord, par votation, la Suisse a décidé de réviser les lois sur la Raumplanung 2013, ce qui préconise dorénavant une rédensification des villes et des agglomérations. Et puis la ville de Zurich nous a déjà mandaté en 2004 pour faire une test planning pour savoir comment et combien de redensification cette cité-jardin Schwamendingen peut supporter. Et nous avons fait une esquisse justement pour faire ça. Nous avons conclu que le cœur du plan de Steiner devrait rester ce tapis vert, on appelait ça le tapis vert, et même de le faire encore plus vert. Donc, on a dit, bon, on inverse le tout, on dit, la Gartenstadt devient le Stadtgarten, donc c'est vraiment le jardin de la ville, et puis ce jardin de la ville, on le densifie très, très modérément, mais c'est au bord qu'on densifie beaucoup. Donc, contrairement à ce que la ville maintenant a conclu, on a introduit des parkways. On a dit, ça c'est peut-être le prochain, voilà, on a dit, tous ces axes, ce n'est pas des axes à densifier, mais c'est des axes plutôt dans le sens de Olmsted, des parkways qui peuvent, comme des allées vertes, pas diviser les deux tapis verts, mais unifier ce tapis vert avec l'arborisation. Bon, évidemment, c'est un idéal et puis c'est une vision, mais je crois que ça jouerait assez bien aussi. Maintenant, pour aller aux parties légales, plusieurs de ces test planning étaient menés par la ville pour finaliser en 2011 une stratégie spatiale de développement de Zurich. C'est le RES, Räumliche Entwicklungsstrategie, c'est juste l'inverse. Et cette RES fait une distinction sublime entre densification et conservation selon les qualités spatiales existantes. Et ça, c'est très très important pour comprendre comment on peut redensifier la ville verte. Donc sur ce plan du RES, des morphologies similaires. On distingue maintenant au bleu, c'est toujours bleu clair, on distingue les soi-disant morphologies ouvertes qui étaient marquées, qui marquant les quartiers de la ville, de la cité-jardin. C'était ici Schwamendingen, c'est ici Friesenberg, c'est Wollishofen, c'est Albisoiden, Altstetten, Seebach, même des parties de Hunk. Donc, en fait, c'est tout un cercle autour de la ville. La ville dense, c'est ici, et c'est là où le reste proclame aussi une densification qui est possible, qui est assez fondamentale. Mais ici, dans les parties bleues, ils disent qu'il faut se limiter, la densification être limitée pour maintenir les qualités spatiales de ces cités-jardins. Et on comprend ça très bien si cette proposition devient évidente si on compare l'espace libre du quartier ouvrier du Kreis 4, c'est en haut, avec le Schwamendingen en bas, et le coefficient d'occupation du sol est pratiquement inversé. Et puis c'est justement ça la qualité de la ville verte. Sur ce plan de Schwamendingen de 2007, on montre toutes les colonies possédées par des coopératives en rouge, donc on voit un peu l'impact qu'ils ont, c'est assez énorme. J'y ai indiqué les récents concours pour redensifier ces colonies. On peut constater deux choses. C'est que les morphologies ouvertes qui laissent l'espace libre couler à travers sont maintenues, et que, deuxièmement, la densité est limitée afin de pouvoir redensifier subtilement. C'est-à-dire qu'au bord, ici Mattenhof, ici Altwiesen, ou encore là de Pool, ou Meeralswohnen ici. Donc sur les bords, on redensifie vraiment avec un taux d'utilisation du sol qui marche de 130 à presque 200. Mais au cœur,
Et puis au cœur aussi, c'est par exemple, ça vient d'être publié avant-hier, un concours gagné par Amy, exactement dans cette démarche de laisser flotter le tapis vert. On reste dans les typologies, dans les morphologies qui Steiner a proclamées, mais avec une densité quand même presque triplé. Donc on peut densifier tout en gardant, tout en maintenant le tapis vert ou les qualités spatiales qu'on a. Passons encore à Winterthur. Winterthur a déclaré très récemment qu'elle veut grandir. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la Gartenstadt? Mais elle veut aussi rester Gartenstadt. Donc, là, vraiment, comment dire, un spagat. Et puis à Zurich, comme à Zurich, ils ont donc établi un plan directeur qui définit les éléments nécessaires pour la future cité-jardin. Et c'est assez malin ce qu'ils font. Ils disent que toute la ville, comme Bodmer déjà dit, toute la ville est la Gartenstadt, pas seulement des îles, mais toute la ville. Et si on compare si on prend toute la ville, donc il y a aussi les forêts, il y a aussi les versants des forêts, il y a aussi les places urbaines, il y a aussi les parcs urbains. Donc on peut prendre oui, toutes ensemble, et c'est pour ça que ça marche probablement assez bien. Donc j'aimerais maintenant zoomer in et vous parler de 2 opérations de redensification des cités-jardins. Et je commence par Winterthur. Winterthur, c'est une tour d'habitation. La tour d'habitation fait partie de la cité-jardin Talgut des années 60, établie selon les idées de Steiner. Ce sont de nouveaux tapis verts, morphologie ouverte, barres de 3 à 5 étages et des tours dans les situations urbaines importantes. Et depuis les années 60, la densité maximale a été montée de 30%. Donc on pourrait construire dans les environnements de ces tours environ 1000 mètres carrés de plus de surface plancher supplémentaire. La tour, construite par Heinz Isler en 1960, était à l'époque la première tour d'habitation à Winterthur. Et pour nous, c'était pas seulement un landmark, mais aussi un témoin de l'époque. Donc, je suis un peu ce que Anne Lacaton a dit, il ne faut jamais démolir, mais toujours ajouter, rénover. Ben, c'est exactement ça qu'on s'est dit. Il fallait à tout prix préserver l'idée de la cité-jardin, garder les arbres magnifiques autour et réduire l'impact de la redensification. Une simple surélévation n'était pas possible parce que tout était appareillé. Donc, on s'est décidé de concentrer le volume supplémentaire à l'arrière. Donc, on a fait comme un sac à dos à la tour existante. Avec cette astuce, le footprint supplémentaire est minimisé et toute l'arborisation peut être préservée. L'addition d'un sac à dos avait plusieurs avantages au niveau du développement durable et de l'économie. Donc, il en résulte une amélioration de la compacité. La face nord peut être isolée quasiment gratuitement. En gardant la structure existante, l'énergie grise est minimisée. Et finalement, aussi, avec la couche juxtaposée en béton armé, le renfort antisismique fonctionnait pour toute la tour. La cage d'escalier existante peut être réutilisée aussi pour les nouveaux appartements du sac à dos. Ceci se fait par un palier intermédiaire, vous le voyez sur le plan, et la distribution verticale est donc optimisée. Il y a plus de surface utile principale. Il y a plus de surface utile principale par rapport à la même surface de distribution. Par mise en place d'un sas, elle fonctionne aussi comme l'escalier de secours. C'était très très important parce que sinon cette idée n'aurait pas marché. Donc le caractère de cette cage d'escalier a complètement changé. Néanmoins, l'usage des couleurs fort corbusiennes la transforme en espace élégant et accueillant. Donc maintenant, pour les typologies, la typologie existante comptait 52 appartements, 4 appartements par étage. Ils sont
tous très très petits. Ils ont tous au moins 20 mètres carrés moins que le standard des coopératives d'aujourd'hui préconise. Donc, ce qu'on a fait, on a ajouté cette couche d'appartements en or, 7 mètres d'épaisseur, légèrement pliée, suivant la géométrie existante. Et nous avons mis des appartements traversants est-ouest, avec un balcon saillant sur chaque côté, profitant ainsi du soleil du matin et du soir. La nouvelle typologie ne compte seulement 35 appartements, mais ceux-là, maintenant, sont à la hauteur des exigences d'une famille d'aujourd'hui. Donc, on a regroupé les 4 appartements en deux 4,5 pièces, et on a ajouté sur chaque deuxième palier 2 appartements duplex dans le sac à dos. Les duplex sont des 3,5 et on y montre par l'espace traversant avec les 3 orientations que j'ai mentionnées. Les appartements regroupés au sud ont reçu des nouveaux balcons plus grands revêtis d'un tissu rouge qui fonctionne comme pare-brise, comme par vent et comme par vue. Donc le revêtement de ces 4 balcons unifie un peu l'apparition de chaque côté et il unifie aussi l'opération qu'on a fait. Donc ces appartements duplex dans la couche ajoutée font référence évidemment à l'unité de Corbusier. Le même principe, une seule trame mais sans rue intérieure, donc à remplacer la rue intérieure horizontale en cage d'escalier verticale. Les appartements profitent de 3 orientations. Comme c'est un appartement au nord, donc on a un dans la charnière, on a une vue sur nord, mais les 2 côtés profitent d'un prolongement sur des balcons. Et ces espaces traversants sont prolongés vers l'extérieur avec la même trame sur les balcons. Donc on voit vraiment, on vit dans la canopée, il y a tous les grands arbres autour, et donc et ça c'est juste possible à cause du faible footprint qu'on a utilisé. La partie existante et le sac à dos sont enveloppés de la même façade compacte, une isolation extérieure revêtue d'un crépi. Les bandeaux originaux sont repris, mais on les contre-joue avec des bandeaux verticales gris, ce qui donne l'impression d'un tissu blanc et gris. Bon, je passe pour les derniers 5 minutes au dernier exemple. C'est le Sunigerhof que j'ai déjà mentionné auparavant. Donc, la colonie Sunigerhof est un exemple typique de la cité jardin zurichoise des années 50. Construit dans le sens de cette fleur que j'ai montrée de Steiner, il y a une vue, qu'on a vu auparavant. Donc, c'est des barres posées librement sur un tapis vert. La colonie est faite par Sauter Dirler en 1962. Et puis, les typologies sont beaucoup trop petits pour des familles de nos jours. Donc, ils ont genre 60 à 70 mètres carrés. Par contre, et là je rejoins de nouveau Anne Lacaton, ils sont très très cherchés à cause de leur loyer modéré parce qu'on n'a rien fait depuis et donc les gens ils y vivent très très volontairement. Donc le plan des années 60 montre une morphologie ouverte et une véritable canopée des arbres magnifiques qui ont pu grandir maintenant depuis les années 50, donc 60 ans. Et vivre au Sunigerhof, ça fait vivre dans un parc. Et puis, on a gagné le concours justement pour rédensification avec l'idée de préservation au maximum l'arborisation existante. Et donc, dans cette idée, nous avons proposé de démolir les 6 barres en arrière et les remplacer avec 6 plots beaucoup plus efficaces tout en gardant un footprint qui était pareil. Ces plots grandissent en épaisseur mais aussi en hauteur et doublent la densité de la partie arrière. Par contre, je rejoins de nouveau le CITA, on a renoncé
à faire ça pour le reste, mais on a proposé de garder la partie vers la rue et de seulement la rénover très très doucement. Comme ça, l'identité est restée la même depuis la rue. Et on a maintenu justement la qualité spatiale du lieu. Donc les nouveaux immeubles ont été glissés entre les grands arbres existants. Leur positionnement paraît un peu hasardeux, mais ils reprennent au fait exactement les deux géométries des barres existantes. La concentration est en un seul point pour le parking souterrain qui se trouve là entre les deux. Permis la préservation de la plupart des arbres. Cela signifie, sur l'autre côté, que les gens doivent sortir d'un parking pour accéder à leurs adresses, mais cela provoque aussi qu'ils se rencontrent sous cette canopée dans le parc. La partie vers la rue, comme je l'ai mentionné, est rénovée très doucement. Donc, on a seulement remplacé les fenêtres et les volets, mais on a gagné 700% d'énergie. Donc, c'est exactement là il fallait intervenir. Ainsi, les anciennes typologies abritent les gens qui sont dans une autre phase de vie, donc phase préfamiliale ou phase post-familiale, par exemple des parents âgés, des familles qui vivent maintenant dans les plots, ou alors des jeunes couples ou des étudiants qui profitent de ce loyer très très modéré qui n'était pas augmenté. Pour ce qui concerne les nouvelles constructions, des plots sont disposés de manière qu'il n'y a pas de vis-à-vis pareil. Donc, en jouant avec les deux géométries, chaque fenêtre profite d'une vue dégagée, laissant des vues à travers dans le parc. Les angles arrondis accentuent alors encore cet effet en laissant encore plus dégagé entre les plots. Et juste pour entre parenthèses, donc si on parle d'économie, on a créé ici à l'époque, donc 2012, les loyers les meilleurs marchés dans tout Zurich, donc un 4,5 était à 1950 charges comprises. Et puis, justement, ça, c'était possible parce que les typologies, ils étaient vraiment très, très, très efficaces. Ils sont clairement destinés aux familles. Ils offrent pour la plupart des 4,5 et des 3,5, sachant qu'ensemble, avec les typologies existantes, la mixité est quand même donnée. Il y a deux types de plots. Un est plus long d'une trame, abritant une chambre de plus, mais je crois que ce n'est pas tellement intéressant. Peut-être on passe directement aux appartements, comme ils sont organisés. Donc, ils sont toujours de la même manière. Un séjour occupe l'angle et profite ainsi des deux orientations. Cet espace majeur est articulé par une loggia dans l'angle qui donne au séjour une extension spatiale. Les salles de bain sont regroupées autour des gaines, au milieu, et les chambres sont isotropes, donc toute la même taille, au milieu des façades longues. Les séjours disposent d'une vue panoramique sur le parc. La fenêtre en longueur rend cet espace majeur encore plus généreux et un balcon élargit la surface du séjour en perception intérieure. Et puis la loggia, elle est très très généreuse. Dans l'angle, prolonge aussi l'espace majeur vers l'extérieur. Donc c'est une unité spatiale qui est donnée par la continuité des fenêtres en longueur qui sont contenues en parapet sur le balcon à travers de l'angle. Et puis à l'extérieur, ces balcons arrondis permettent aussi plus de perméabilité spatiale pour le parc. Donc les bâtiments, ils flottent quasiment sur ce tapis vert, comme des paquebots sur la mer. Et puis les paquebots et la modernité qu'ils reprennent aussi fait peut-être aussi allusion. Le rez-de-chaussée étant surélevé, le tapis vert public coule jusqu'à la façade et l'espace privé sur le balcon est protégé par le parapet opaque. La distribution avec lumière cénitale, je vais juste encore mentionner la mixité sociale qui était très très importante. Donc j'ai déjà mentionné la partie arrière neuf et la partie en avant qu'on a laissée. Donc là il y a déjà une mixité. En plus il y avait un jardin, une école maternelle pour les enfants dans un rez et dans un autre rez, une colocation pour des personnes âgées qui était servie par la résidence qui était juste à côté.
juste pour finir, une minute encore, les couleurs de la façade sont inspirées des colonies que j'ai mentionnées auparavant par Bruno Taut à Berlin. Et il utilisait toujours des couleurs très très fortes pour donner l'identité à ces logements assez sériels. Donc jusqu'avec les couleurs, il a provoqué une densité très très sensuelle. Donc les cadres des fenêtres, les ouvrants, les embrasures sont distingués en couleurs, donnant justement de la sensualité à l'architecture. Et on a essayé de faire un peu la même chose. Donc la composition des façades exprime les espaces intérieurs. Donc sur les façades courtes, les fenêtres en longueur correspondent au séjour et les balcons Et puis la fonte prise par ces fenêtres en longueur est continue autour de l'angle arrondi, annonçant l'espace majeur depuis les façades côté courtes. Sur les côtés courtes, les ouvertures ponctuelles montrent la couche des chambres avec un caractère plus fermé et plus intime, ce qui va justement avec le fonctionnement à l'intérieur. Donc comme chez Taut, le cadre l'ouvrant des fenêtres et les persiennes et les embrasures sont distingués de couleurs et changent par bâtiment. Donc les persiennes bleues de l'un sont les cadres bleus de l'autre. Donc ça fait une sorte de dialogue entre ces 6 plots. Les façades sont équipées de nouveau, comme à la Weberstrasse, d'un isolant extérieur avec un crépi blanc qui renvoie avec les bandeaux et les fenêtres en longueur aux architectures modernes que je viens de mentionner. Donc le choix des couleurs pour les fenêtres est basé sur les 3 couleurs primaires utilisées par Taut à Berlin. Et puis, je vous remercie 1000 fois de votre attention et j'espère que je n'étais pas trop, Merci trop beaucoup. rapide. Alors, on ouvre tout de suite les questions. Merci de nous avoir appris que Winterthur avait 7 collines, tout comme Rome. Je ne savais pas. Et puis, merci de nous avoir indiqué aussi pour les transports genevois en grève aujourd'hui. On a bien compris que si les ouvriers font du jardinage, ils ne font pas la grève. Donc, c'est peut-être une piste pour Genève. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a une première question ? Oui, le micro arrive. Question par rapport à ces densifications de cités-jardins en particulier. Comment vous faites avec les autres aspects? Donc il y a l'aspect logement, bien sûr, là on voit bien ce que ça donne. Qu'est-ce qui se passe avec les espaces publics, avec l'augmentation du nombre de véhicules qui va avec l'augmentation de la densité? Comment vous gérez ça avec le maintien justement de ces caractéristiques de quartier? Ben, là, je crois ce qui nous aide, c'est que toutes ces villes vertes, auparavant aux périphéries des villes, ils sont maintenant à l'intérieur. Donc, ils sont tous reliés avec des très bonnes relations avec des transports publics. Donc, en densifiant les villes vertes des années 60, en fait, la mobilité est pas, l'impact de la mobilité est pas nécessairement plus grand. Donc, on arrive à diminuer le maximum les parkings, par exemple, souterrains, ou même à la Weberstrasse, on n'a pas fait de parking. Il y avait juste ces parkings existants et je crois on a ajouté une dizaine, mais c'est presque rien, parce que justement le bus numéro 2, il est dans 5 minutes, il est à la gare. Donc c'est cette mobilité inductive, la mobilité induite de la densification de ces villes vertes est maintenant assez bien gérée, je dirais. Il y a aussi les concepts avec, par exemple, le car sharing qu'on propose à mobilité, qu'ils louent des parkings, qu'ils installent des parkings dans ces ensembles redensifiés, et comme ça, il n'y a pas nécessairement plus de voitures. Pour ce qui concerne les espaces sociaux ou les espaces communs, là, j'ai montré à Soenigerhof
on a toujours intérêt de faire le rez-de-chaussée en commun, sauf que l'économie contredit toujours. Et puis, donc, il faut faire là un compromis, ou trouver un compromis entre les deux. Par exemple, avec la crèche et puis l'asile, pas l'asile, mais la résidence, la colocation. À Weberstrasse, par exemple, c'était pas nécessaire, mais il y avait un pavillon jusqu'à côté qui abrite maintenant un coiffeur, un petit kiosque et un resto. Donc il y a quand même ces espaces, ils sont offerts par la cité-jardin même. C'est dans le sens de la cité-jardin qui avait déjà dans les années 50 ces espaces communs. J'espère d'avoir répondu. Bonjour Xavier Fischer. Moi j'ai une petite question qui commence peut-être un peu par une provocation. Sur ce dernier exemple, en fait, on pourrait presque croire que c'est un compromis plutôt qu'un concept, c'est-à-dire qu'on a fait la moitié pour préserver la moitié. Bien sûr, je pense que la réflexion elle est plus profonde que ça. Et j'ai un peu deux questions alors, qui en résultent. C'est d'une part, justement, comment vous êtes arrivé à cette solution ou à cette forme d'équilibre entre ce qui est conservé et ce qui est remplacé. Et puis d'autre part, est-ce que cette démarche, elle participe aussi d'une réflexion stratégique plus globale sur le contexte, disons, sur la cité-jardin, justement, entre ce qui est transformé, densifié, ce qui est conservé, et en fonction de quels critères? Vous avez répondu vous-même, c'est le deuxième cas. Donc, dès le concours, qui avait aussi la ville, mais aussi le patrimoine et les coopératifs, ils étaient tous dans le concours et ils ont justement établi un système qu'il fallait jouer avec cette contrainte de patrimoine. Donc l'ensemble de la colonie Sauter-Dirler était dans le patrimoine, donc il était protégé. Mais si on faisait quelque chose de bien, avec un bon concept, on pouvait la délibérer. Et puis c'est exactement ça qu'on a réussi à faire. Donc le patrimoine, il a dit OK, donc on l'enlève. Ouais. Et puis comme ça, on densifie juste à l'arrière. Mais les coopératives avaient la possibilité de faire une rénovation très très douce pour la partie vers la rue. Donc c'est une stratégie prise au début et puis c'était à nous les architectes de réagir là-dessus. Donc pour la question provocative à l'avant, donc on n'avait pas la possibilité, heureusement, on n'avait pas la possibilité de faire tout. Mais on était limité et c'était juste question où. Et puis là je rejoins Frank Hargast. Si on avait eu la possibilité probablement on avait dû raser tout parce qu'ils sont évidemment beaucoup plus efficaces. Et puis il fallait ce hasard qu'on pouvait adopter cette mixité sociale qui pour moi maintenant joue d'une manière assez bonne. Peut-être juste un complément? Oui, j'aimerais ajouter quelque chose. C'est vraiment un exemple d'un processus. Au début, le comité de la coopérative voulait détruire tout, mais il y avait l'idée de la ville de protéger quelques bâtiments. Et à l'autre côté, il y avait du Widerstand, de la résistance des habitants. Et à la fin, on a créé cette sorte de concept. Alors c'est vraiment un résultat d'un processus. Interactif, transdisciplinaire, on dirait. Oui, bien sûr. Mais c'est le résultat d'un processus ou le résultat d'un compromis où finalement c'était la moins mauvaise manière de faire? Non, du tout, c'est pas du tout un compromis. C'est une stratégie très très voulue entre les 3 ou entre les 4 disciplines.
Une autre question avant la pause? Une dernière question? Oui. Est-ce que la mixité sociale fonctionne réellement? Parce que dans les années 60, on faisait des tours pour célibataires et des bâtiments longs pour des familles. Et puis ici, on fait des bâtiments pour des familles et puis on laisse les vieux dans les vieux bâtiments. Mais est-ce que ça fonctionne, la mixité sociale? Ben je fais des visites quasiment tous les 2 mois. Et puis il paraît que les gens ils sont vraiment très très contents. Et puis ce que je vois, c'est que la mixité fonctionne très bien, oui. Peut-être la partie que j'ai mentionnée avec les grands-parents qui vivent exactement à côté de leur fils ou de leur fille qui ont famille maintenant, c'est peut-être juste un ou 2 cas, mais dans le concept, ça fonctionne quand même, parce que justement, il y a les deux mondes se touchent dans la même colonie. Et puis, c'est comme ça que la mixité fonctionne. Et puis, les réactions des gens qui ne jettent pas des pommes et pas des tomates quand je viens, donc mais ça prouve que ça fonctionne assez bien, je crois. Oui. OK, merci beaucoup. On va faire une petite pause. Il est... Merci.